Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Talks Online. Aujourd'hui, on va parler de la réponse africaine à la crise économique déclenchée par le coronavirus. Alors, avec nous, nous avons Yacine Fall, honneur aux dames, qui est la directrice générale adjointe Afrique du Nord et responsable pays de la Tunisie à la Banque africaine de développement. Nous avons Gilles Yabi, qui est fondateur du think tank Wati, et puis Paulo Gomes, cofondateur de New African Capital Partners et coprésident d'Afro Champions, et puis notre hôte Abdou Diop, qui est managing partner chez Mazars Audit Conseil. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous avoir. On est très content d'entamer cette discussion tous ensemble. Alors, je voulais qu'on commence avec toi, Abdou. Quels sont les pays qui font aujourd'hui, on a entendu beaucoup de réponses officielles avec des plans, des mesures qui ont été annoncées pour les entreprises. Vous, Mazars, vous opérez sur tout le continent. Quelles sont les mesures qui marchent? Quelles sont les bonnes pratiques, ou en tout cas celles que vous avez identifiées comme des réponses économiques efficaces? Merci en tout cas de nous réunir aujourd'hui autour de cette thématique importante et intéressante. Et merci à mes copanélistes d'avoir accepté d'apporter leur expérience à tous nos internautes. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Afrique a donné des réponses diverses et variées à cette crise du Covid, avec bien sûr des réponses qui, pour certaines, ont été très pertinentes et peut-être d'autres moins intéressantes. Mais ce qu'on a vu, en tout cas globalement, c'est trois approches distinctes. Une approche où tout le pays était totalement confiné. C'est un peu l'approche de Maurice qui apparemment donne de très bons résultats, puisque aujourd'hui, ils en sont à tous les cas guéris, donc 0 cas à ce stade. Il y a le confinement avec autorisation de mouvement, un peu à l'image de ce qui a été fait en France, que des pays comme le Maroc, la Tunisie, etc. ont adopté. Et il y a d'autres pays qui ont été plutôt en non-confinement, mais couvre-feu nocturne, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et ça traduit un peu les différentes réalités économiques entre les zones où les gens vont chercher leur pitance quotidienne. C'est compliqué de confiner. Par contre, d'autres zones où on doit juste faire fonctionner les activités essentielles, on peut aller sur de l'autorisation. Par rapport à l'extrême de Maurice qui a décidé, eux, de tout fermer, mais avec quand même les meilleurs résultats actuellement à ce stade. Et par rapport à ça, il y a eu différentes réponses. Il y a eu la première réponse, c'est de dire, bon, il y a un secteur informel qui est important et il faut quand même leur donner de quoi vivre. Donc ça, je pense que ça a bien fonctionné. Il y a la deuxième réponse, c'est de dire comment on apporte l'aide aux entreprises. Et là, je pense qu'il y a eu le lancement de fonds Covid assez importants, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans un certain nombre de pays, ou au Maroc aussi, qui ont permis de pouvoir apporter quelques mesures aux entreprises. Il y a des mesures intéressantes, même si elles ne sont pas suffisantes, c'est au moins d'apporter une compensation salariale à tous ceux qui ont perdu de l'emploi. Bon, c'est le SMIC au Maroc, c'est sectoriel au Sénégal, mais ça permet déjà d'avoir une légère bouffée d'oxygène. Parce que c'est vrai que pour tous les ouvriers, le personnel du bâtiment, etc., ça a bien fonctionné parce que ça permet de donner un SMIC à ces populations. Après, vous avez certains qui ont orienté des fonds spéciaux, notamment l'idée de la Côte d'Ivoire de créer des fonds spéciaux avec une somme dédiée aux grandes entreprises, une autre somme aux PME, etc., et de les confier en gestion à des structures fiduciaires, est une expérience intéressante parce que ça ôte toute la problématique à la fois politique et de suspicion que pourrait avoir une gestion purement étatique. Il y a aussi élément intéressant quand l'État s'est engagé sur des remises fiscales, ou des reports, ou de contributions sociales. Ça aussi, c'est des réponses qui ont été intéressantes. Et ça a permis de soulager un peu les entreprises pour une période. Et je parlais des mesures financières où les banques centrales ont joué très légèrement le jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite remise
une petite baisse des taux directeurs dans certains pays. Mais là, je pense qu'on n'a pas été très courageux parce qu'on aurait pu avoir des mesures un peu plus drastiques sur ce plan-là pour permettre justement de soulager les entreprises. Mon dernier point concernait les remises partielles ou en tout cas les reports d'échéance de crédit pour les entreprises et les particuliers, ce qui a été une très bonne chose. Maintenant, je pense que le grand bémol sur lequel, les deux grands bémols sur lesquels peut-être on n'a pas vraiment eu d'action, c'est les mesures vers plutôt la moyenne et les hauts salaires, parce qu'effectivement, tous ceux qui ont perdu leur emploi, ou en tout cas les entreprises qui ont décidé de mettre en chômage, je veux dire, les entreprises notamment de services où effectivement la catégorie salariale est élevée, il y a très peu de mesures qui sont destinées à cette catégorie sociale. Donc là, je pense qu'il y a eu un peu de manque de mesures spécifiques. Et là aussi où on n'a pas eu de vraies mesures, mais je pense que ça va être peut-être plus tard, c'est les vrais soutiens aux secteurs en difficulté. Et là, il faut des mesures et des plans de relance importants. Donc voilà un peu un panorama global de ce qu'on voit comme typologie de mesures et ce qui peut être considéré comme bonne et d'autres où l'État reste encore timide. Très bien. Yacine Fall, je me tourne vers vous parce que la Banque africaine de développement a annoncé un guichet rapide à la disposition du secteur privé, 1,4 milliard de dollars pour financer les petites et les moyennes entreprises. Alors, ça a fait beaucoup parler, ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il s'agit de prêts? Est-ce qu'il y a des conditionnalités? Et puis, il y a une annonce fracassante, c'est que cet argent serait débloqué en seulement 5 jours. C'est quasiment de l'inédit pour une grosse institution pour la BAD. Est-ce qu'il y a eu révolution avec le coronavirus à la BAD? Non, en fait, Estelle, nous avons mis en place un cadre, bien sûr, exceptionnel, qui comporte plusieurs types de mesures et ces dispositions en faveur du secteur privé en général et des PME, TPE en particulier, a été adopté par le Conseil de la Banque en se focalisant justement sur la rapidité de la réponse. Et d'ailleurs, cette initiative s'appelle Rapid Response Facility et qui vise à appuyer en parallèle de ce que nous faisons déjà pour les gouvernements avec tout un dispositif, à apporter des financements complémentaires, des garanties, des prêts à travers des lignes de crédit, mais qui vont permettre aux entreprises de rester à flot. Et surtout, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est de préserver les emplois que ces opérateurs économiques proposent. Donc, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire, ces chefs d'entreprise, ils ont des prêts ou ils ont du cash et comment est-ce qu'ils procèdent? Alors, en fait, comme vous le savez, nous sommes une institution qui couvrons des acteurs à des niveaux très élevés. Quand vous voyez l'importance de ces financements, on ne peut pas, malheureusement, dites à votre boulangère du bout de la rue qu'elle ne peut pas venir à la BAD directement pour faire un prêt ou un emprunt ou demander un don. En fait, nous passons évidemment par les circuits qui existent déjà, c'est-à-dire les banques commerciales, les institutions de microfinance, et nous leur apportons de la liquidité pour que eux-mêmes puissent servir leurs clients habituels à travers un certain nombre de mécanismes, mais qui sont des mécanismes existants dans l'écosystème. Nous apportons aussi des éléments, des instruments de garantie, des instruments de gestion de trésorerie et bien sûr, je pourrais vous parler du cas de l'initiative que nous avons prise en Tunisie en particulier, mais que nous utilisons, que nous implémentons dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Nord. Nous avons une initiative qui s'appelle Soukatamnia, qui est une initiative particulière
pour les TPE. Et dans le cadre de cette initiative et dans le cadre de l'intervention Covid-19, nous avons lancé une compétition pour les porteurs, les entrepreneurs de ces TPE, qui vont leur permettre d'accéder à des montants, bien sûr, pas très importants individuellement, mais qui vont leur permettre d'abord de pouvoir avoir un petit coup de pouce, puisqu'ils étaient en pleine phase de développement et ou de croissance. Et cette compétition va permettre à ceux qui sont les plus résilients de bénéficier d'aide, de financement pour régler, stabiliser un peu leur situation. D'accord. Donc, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous évoquez, Abdou et toi, c'est le fait qu'il y a quand même une question de liquidité pour ne pas avoir un assèchement de tout le système économique et que donc, il y a divers degrés de réponse. Ce que je retiens quand même, c'est ce qui nous amène à l'intervention de Paolo Gomes, c'est cette question de la réponse systémique au niveau bancaire. Donc, la BAD est au-dessus, elle va irriguer le système avec son plan Covid. Mais vous dites, pour que les banques au niveau local, Abdou a parlé des taux directeurs, et que l'effort à ce niveau-là n'était pas encore assez suffisant, Paolo Gomes, vous dites il faut une réponse régionale et il faudra en effet des liquidités vite sur le marché. Expliquez-nous comment est-ce que vous voulez que ça se mette en œuvre. Voilà, donc je pense, Abdou en a parlé, il y a les actions au niveau individuel de chaque pays, et même là, il y a des secteurs qui, pardonne l'expression, qui tirent la langue, des secteurs des chaînes de valeur qui avaient déjà un peu pu conquérir l'espace dans les pays. Le cas du Sénégal, par exemple, pour la filière avicole, qui va énormément souffrir de cette situation. Une filière qui était déjà bien installée, avec toute une série de franchising et de différents acteurs qui travaillent entre eux. Et là, les statistiques qu'on a un peu, c'est que ce secteur va beaucoup souffrir. Donc voilà un secteur, une filière que l'Afrique maîtrise, qu'on n'importe pas. Pour rappeler encore, nous importons presque 40 milliards de dollars de nourriture en tant qu'Africains. Donc, si on n'arrive pas à maîtriser des petites chaînes de valeur qui sont assez faciles à maîtriser, comme l'avicole, et qu'en plus, on a détruit totalement dans une crise comme celle-là, imagine les autres qui sont encore en construction. Donc, pour les banques, elles font de ce qu'elles peuvent faire. Elles ne sont pas très souvent adaptées pour une période de crise comme ça. Déjà, en période avant la crise Covid, elles avaient déjà du mal à fonctionner avec les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Donc, dans le cadre de la crise, les personnels n'ont pas changé, la capacité n'a pas changé. Donc, ça reste encore un défi. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il fallait une approche régionale très rapide, qui serait, par exemple, pour l'UEMOA, au niveau de 10% du PIB des pays de l'UEMOA, à travers un véhicule. Et dans ce cas-là, c'était la banque, la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui pourrait être en fait le porte-avions de cette relance en lui permettant d'avoir les ressources financières pour aider les différents pays et créer un peu plus de coordination dans la relance. Ça ne s'est pas encore fait. Encore une fois, comme disait Abdou, les pays se sont consacrés à chacune des réponses individuelles. La Côte d'Ivoire a mis en place un bon paquet, le Sénégal a mis en place un bon paquet. Bon, les autres pays qui sont plus démunis, comme le mien, la Guinée-Bissau, est complètement abandonné en dehors des problèmes politiques qu'il y a, mais elle n'a pas les moyens de faire même une approche de liquidité pour faire face à l'hémorragie immédiate en termes de faillite et d'emploi. Je me tourne vers Gilles. Gilles Yabi. Wati réfléchit, donc vous êtes un think tank. Ce qu'on constate avec le propos de Paolo, Abdou et Yacine, c'est que il y a quand même pour les États africains une difficulté à répondre de manière globale. On voit que le choc
certes, il y a une très, très grosse importance du secteur informel qui, lui, est par définition extrêmement résilient et agile. Mais il y a le secteur formel qui, lui, est en train de prendre de plein fouet avec ce qu'évoque Paolo, des filières entières qui vont être, sinon fragilisées, peut-être détruites. Pour les États qui sont en train d'annoncer beaucoup de liquidités, on est en train de discerner ce qui relève de l'annonce qui a été effectivement fait. Je pense que le temps va nous permettre de voir de quoi il s'agit. Est-ce que, vous étudiez, vous travaillez sur le fait que ça va nécessairement marquer quand même beaucoup moins de rentrées fiscales pour ces États? Il y en a beaucoup en Afrique, on sait, qui dépendent des matières premières. Comment est-ce que ces pays vont encaisser le choc? Oui, merci Estelle et merci de nous réunir autour de ce sujet qui est très important. Je crois que effectivement, il faut partir sans doute des différences entre les économies africaines. Il est certain que tous les pays ne vont pas être affectés, ne sont pas affectés de la même manière, et que une des courroies de transmission de la crise, c'est évidemment celle qui passe par les matières premières, et donc les pays qui sont particulièrement dépendants, notamment pour leurs recettes extérieures et pour leurs devises, des matières premières minérales ou même agricoles, dont les cours ont chuté. Évidemment, ces pays vont avoir un choc très important. On le voit, hein, les plus grandes économies du continent sont à ce titre très impactées. On pense en particulier à l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria, qui est un pays qui dépend du point de vue de ses réserves, en tout cas, et de ses recettes extérieures du pétrole, pas totalement du point de vue de la production. Au niveau de la production, c'est peut-être à peu près un quart qui dépend du secteur pétrolier et gazier, mais du point de vue des recettes publiques, évidemment, c'est un impact qui est massif. Et on a vu tout de suite, évidemment, des réponses de la part de la Banque centrale nigériane pour essayer de tout de suite rectifier un peu les prévisions qui sont évidemment complètement faussées par cette crise. Donc, pour des pays qui dépendent de ces ressources, c'est clair que le choc va être immense sur les possibilités de l'État d'agir. Et donc, on est dans une situation extrêmement difficile puisque d'un côté, on a une crise qui crée des difficultés particulières et demande une réponse forte. Il y a des attentes très très fortes face à des États qui ont de moins en moins de moyens. Exactement. Donc ça, c'est la situation la plus difficile. Et il est très clair que pour ces États-là, il y a un besoin, disons, de soutien au niveau régional et même au niveau international, au niveau global. Mais je voulais aussi souligner le fait que vous avez évoqué le secteur formel d'un côté, le secteur informel de l'autre. Je crois que il faut pas oublier que le secteur informel dépend aussi beaucoup du secteur formel et qu'en réalité aujourd'hui dans beaucoup de pays il y a une situation très difficile. Par exemple dans les campagnes, on peut penser au premier chef que la crise Covid-19 impacte d'abord les villes, le secteur formel, mais en fait il y a vraiment une transmission immédiate à beaucoup de populations qui sont déjà celles qui sont les plus vulnérables, hein, y compris au choc alimentaire. Au Sénégal, on a au niveau de Wati entrepris d'interroger des gens à Saint-Louis, par exemple. Le secteur de la pêche est très impacté et le secteur agricole également, puisque dès lors que vous freinez les déplacements des régions, on peut produire, mais on peut plus vendre, on peut plus atteindre les grandes villes pour vendre les produits. Donc, et pour ces gens-là, il y a absolument aucune il y a un besoin immédiat. Il n'y a pas de réserve qui leur permettent d'assumer, disons, leurs besoins essentiels. Donc, je crois qu'il faut vraiment d'abord penser à cette crise en termes de secteur et essayer d'avoir une compréhension très fine de la transmission à l'économie réelle et aux populations. Gilles, est-ce que vous considérez que pour le coup, les zones rurales ou non urbaines ont été elles aussi les oubliées? C'est-à-dire que Abdou parlait des classes moyennes qui sont en fait, on le sait, des gros moteurs de consommation. Vous dites, ceux aussi auxquels on n'a pas pensé, c'est ceux qui ne sont pas dans les zones urbaines parce que, je pense qu'il faut aussi l'expliquer,
le biais des politiques a été de dire les zones d'infection première et d'arrivée du Covid ont été les grosses zones urbaines. Et donc, les personnes les plus fragiles ont eu tendance à repartir dans les campagnes. Mais l'une des conséquences que vous décrivez du confinement, c'est que ça a cassé les zones de transmission des chaînes de valeur. Vous vous dites, oui, on ne pense pas parce qu'elles sont moins nombreuses à l'arrière-pays. Oui, je pense qu'il faut penser la crise sanitaire différemment de la crise économique qui n'est pas seulement le résultat de la menace sanitaire, mais c'est aussi le résultat des mesures nécessaires qui ont été prises en réponse au risque sanitaire. Et je crois que cela veut dire qu'il fallait dès le départ identifier d'abord les secteurs qui sont vraiment à l'arrêt. Il y a des secteurs qui sont quasiment à l'arrêt, hein. Le tourisme, j'ai évoqué Saint-Louis, mais j'ai évoqué la pêche, mais évidemment le tourisme dans toutes les villes qui dépendent directement du tourisme, c'est complètement à l'arrêt. Donc là, on a des secteurs qui ont besoin d'une aide immédiate et on a besoin d'identifier à nouveau les chaînons de transmission. Le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est pas en période de crise qu'on va être capable, si on n'avait pas déjà une compréhension fine de l'économie réelle et si on n'avait pas déjà une possibilité de réflexion rapide pour pouvoir prendre des décisions, évidemment, c'est pas en situation de crise que les États vont devenir extrêmement équipés pour avoir ce type de réaction. Et c'est ça le problème. La sagacité ne va pas surgir à point nommé. Mais je me tourne vers Abdou parce que, en l'occurrence, si on parle du tourisme, le Maroc, c'est un pays qui est extrêmement dépendant du tourisme. Je crois, sauf erreur, que c'est le tiers de l'économie marocaine. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Parce que l'objet de cette émission, c'est de parler des solutions qui marchent. On est regardé partout sur le continent. Est-ce qu'il y a eu des réponses spécifiques ou des bonnes pratiques? Et puis peut-être Yacine aussi pour en parler, parce que le tourisme pour tout le continent, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion en cours. La réponse n'est pas encore venue, mais il y a une réflexion en cours spécifique pour revoir des mesures et des plans sectoriels précis, et le tourisme en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la fermeture des frontières a permis, le confinement et la fermeture des frontières a permis de tirer une leçon claire, c'est qu'il faut très rapidement faire une promotion très forte du tourisme local. Et aujourd'hui, l'une des grandes mesures va être très orientée vers le tourisme local. D'abord, mesures de soutien, parce que il y a des hôtels qui commencent à fermer, bon, les restaurants sont déjà fermés. Donc, il faut des mesures de soutien très fortes pour relancer le secteur et ensuite accompagner ça par une vraie promotion du tourisme local. Et aujourd'hui, justement, la crise nous a démontré une chose, c'est que les États qui n'ont pas géré leur autosuffisance sur différents plans, hein, elle est valable pour le tourisme, elle est valable pour l'agroalimentaire, elle est valable pour le côté industriel. Les pays qui n'ont pas géré leur autosuffisance ont énormément souffert dans cette période, et c'est une des grandes leçons, c'est de dire aujourd'hui comment on fait pour permettre aux uns et aux autres à une dimension pays, une dimension régionale ou sous-régionale et une dimension continentale pour être autosuffisant sur un certain nombre de plans. Et je pense que sur le tourisme, l'un des grands défis va être, et c'est les pays qui l'auront le mieux géré qui pourront s'en sortir, va être comment on fait pour très rapidement tirer profit du fait que quand même, il y a encore un peu de pouvoir d'achat disponible pour les gens qui avaient prévu d'aller en vacances. Comment faire pour capter ce tourisme local? Comment faire pour en profiter pour faire la promotion du tourisme sous-régional, régional et peut-être continental? Parce que très probablement, les premières liaisons qui vont s'ouvrir vont être dans le continent. Donc, il va falloir gérer de manière très proche, de manière très suivie ce point-là. Et de manière plus globale, je pense que aujourd'hui, les États qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui, en parallèle, même si effectivement, jusqu'à présent, beaucoup d'États n'ont pas fait preuve d'imagination, mais la crise va peut-être doper. Hein, je suis toujours un afro-optimiste. Toujours. Voilà, toujours dopé, n'est-ce pas? Il faut, on en a besoin. Pour permettre, pendant qu'on gère la crise, essayer de déjà préparer la sortie de crise. Et c'est là où on verra les premiers États qui auront travaillé sur ces plans de sortie de crise vont être ceux qui vont s'en sortir le mieux et qui vont tirer profit des opportunités que génère la crise. Ce qu'il faut dire, chaque crise est porteuse d'opportunités. Cette crise-là,
elle démontre qu'on a une très forte dépendance à l'Asie et que cette dépendance va probablement shifter, en tout cas partiellement, vers des pays qui auront pu démontrer leur capacité à répondre à des donneurs d'ordre internationaux. On a constaté qu'il y avait une forte problématique d'autosuffisance de beaucoup de pays. Donc, c'est une opportunité pour renforcer les chaînes de valeur locales pour pouvoir justement apporter cette autosuffisance. Et on a constaté aussi qu'il était essentiel de renforcer la coopération africaine parce que chaque fois qu'il y a une crise, les gens se replient sur eux-mêmes et qu'on ne peut compter que sur les gens qui sont plutôt autour, sur soi-même d'abord et les gens qui sont autour. Donc, je pense que ces trois leçons seront essentielles pour la relance et pour tirer profit de la crise. Alors, Abdou, tu me tends les deux perches pour aller là-dessus parce que j'amène Yacine. La question et après Paolo, Yacine sur la question de l'autosuffisance, Paolo aussi parce que sur la question de la coopération régionale, c'est ton dada. Alors, la question, Yacine, de l'autosuffisance, la Banque africaine de développement y réfléchit. La première, ce qui a été la grosse crise, mais pas uniquement sur le continent africain, il faut quand même dire les choses, c'est le reste du monde qui s'est découvert aussi dépendant de l'Asie par rapport aux questions de santé. C'est évidemment l'incapacité de l'Afrique à se soigner. Donc, vous avez entamé une réflexion au niveau de cette chaîne de valeur, comment amener des industries pharmaceutiques et en fait développer les soins faits en Afrique par des Africains avec des médicaments africains. Expliquez-nous ça. Alors oui, effectivement, on a mis en place très vite un groupe de travail interne où nous avons échangé avec tous les acteurs de la chaîne de valeur et du système sanitaire. Alors, c'est parti évidemment d'échanges avec pour le renforcement des centres de contrôle et de dépistage des maladies africains. Ça fait partie des premières initiatives. Et aussi, alors qu'on était déjà en train de réfléchir sur la question de l'industrialisation et de la création de chaînes de valeur dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, de pouvoir voir comment, évidemment, ne serait-ce que pour des produits assez basiques comme évidemment les gels hydroalcooliques et d'autres éléments comme ça, mais avec des éléments plus complexes, de pouvoir vraiment renforcer les industries pharmaceutiques, maîtriser les problématiques qui, évidemment, aussi, il faut dire que la dépendance asiatique, elle est globale. On sait que les intrants basiques pour les industries pharmaceutiques viennent d'Asie. Et pourquoi? Principalement parce que le prix du médicament en bout de chaîne rend quasiment incontournable. On a eu ces discussions avec des opérateurs des industries pharmaceutiques, notamment j'ai discuté avec la présidente de la Chambre des industries pharmaceutiques de la Tunisie. Ils travaillent pourtant dans d'autres régions de l'Afrique, mais la problématique, c'est le prix du médicament aux consommateurs qui exige évidemment en amont de la chaîne d'avoir des prix les plus compétitifs au monde et les intrants sont nécessairement aux mêmes endroits et on le voit et c'est là l'aspect globalisation. Ça concerne les grandes industries pharmaceutiques qui sont dépendantes de l'Asie, mais également nos industries qui sont naissantes, mais qui dépendent aussi. Et donc, un débat sur le prix du médicament, comment le stabiliser, comment permettre de pouvoir rapprocher les chaînes d'approvisionnement, tout en maintenant, évidemment, on connaît les moyens de nos populations et évidemment, on a besoin aussi d'avoir des prix du médicament qui soient abordables. Alors, je donne la parole à Paolo, mais une seconde à Gilles, parce que Wati a beaucoup travaillé sur les questions de santé. Ton think tank a étudié le sujet. Si tu as une intervention ou un point là-dessus, toi, qu'est-ce qui te paraît important sur cette réflexion à entamer sur la santé africaine?
Oui, alors ce sera difficile d'en parler très rapidement parce qu'effectivement, nous avons formulé beaucoup de recommandations sur les systèmes de santé. S'il y a une chose rapide à dire, c'est que notre message dans le rapport que nous avons publié en février et que nous avions préparé, évidemment, totalement indépendamment de la crise qui allait survenir, c'était de dire qu'on a beaucoup mis l'accent au cours des décennies sur les programmes pour lutter contre le sida, le palu, la tuberculose, certaines maladies, mais qu'on n'a pas renforcé les systèmes de santé eux-mêmes. Alors que on peut pas avoir une efficacité optimale au niveau de programmes de lutte contre certaines maladies si l'ensemble du système qui doit permettre d'évaluer de manière permanente les menaces sanitaires et de faire en sorte aussi que les inégalités qui sont extrêmes en matière d'accès à la santé dans beaucoup de nos pays, si on n'a pas un système de santé qui permet de suivre cela et qui met beaucoup plus l'accent d'ailleurs sur la prévention, ben évidemment, on pourra jamais faire face à des menaces brutales comme celle de la COVID-19. Et donc, on a beaucoup de recommandations sur le système de la santé. Et je crois que je fais juste un lien avec la question de l'industrie pharmaceutique. C'était aussi un des points. La dépendance à l'égard des médicaments, je crois que c'est quelque chose qui est évident. Vous avez parlé du cas, Yacine Fall a parlé du cas de la Tunisie. Lorsqu'on parle des pays d'Afrique subsaharienne, de la plupart d'entre eux, on n'a même pas d'industrie naissante. On a pour beaucoup des industries qui, certaines, sont mortes depuis longtemps, qui ont existé, y compris dans des pays assez petits, comme comme le Bénin. Il y a encore une ou deux, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels tout ce qu'il y avait comme industrie, dans ce domaine comme dans d'autres, a complètement disparu. Et donc, ça repose la question de l'industrialisation. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que on semble découvrir à l'occasion de cette crise des problèmes qu'on connaît depuis très longtemps, la dépendance à l'égard des ressources naturelles. On a cessé de dire qu'évidemment, un pays qui dépend que du pétrole, il est forcément extrêmement vulnérable. Le problème posé par le manque d'industrialisation et d'industrie locale, ben, on semble aussi le découvrir. C'est quelque chose qui me semble être absolument prioritaire, juste du point de vue de l'emploi des jeunes, qui me semble être la menace la plus importante pour l'avenir. Évidemment, je crois que c'est bien que cette crise soit une opportunité pour revenir sur ces questions qui sont absolument prioritaires, mais qui sont absolument pas nouvelles. Merci Gilles. Je donne la parole enfin, à Paolo, parce que évidemment, on le voit, les problèmes ne sont pas nouveaux, ils sont juste plus aigus. Les réflexions, les solutions, on les connaît, mais un des sujets sur lequel une solution était en cours de préparation, c'est l'accord de libre-échange africain. Et vous êtes intervenu au niveau d'Afro Champions pour dire, parce que les rumeurs étaient en train d'enfler, les pays africains étaient en train de se dire, avec la crise, on va peut-être reporter la mise en œuvre de cet accord de libre-échange. Et Paolo, Afro Champions dit, oulala, surtout pas, on a besoin plus que jamais de favoriser les échanges sur le continent africain. Oui, je pense qu'on a tous dit ici que cette crise, malgré son coût humain, viendra aussi avec ses opportunités. Et une des opportunités, c'est le changement du mindset. Parce qu'une grande partie de la question du développement en Afrique, c'est surtout notre état d'esprit en tant qu'Africains. Donc, il y a un ajustement dans notre état d'esprit qu'on doit faire. Gilles a souligné certaines des questions. Sur le point de vue des politiques qui doivent être mises en place, je crois qu'on les connaît, elles sont cartographiées, mais il y a toujours ce problème dans notre état d'esprit de pouvoir nous sortir du carcan de l'Occident et de toujours faire un peu une approche de cut and paste de ce que nous devons faire. Donc, cette crise, je pense, dans notre confinement à chacun, est un réveil pour que nous allons mettre en place nos choses et cela, une grande partie est entre nos mains. Alors, sur la question de la ZLECA et de l'accord continental, oui, pour développer les industries locales, les filières locales, ça passera par les développer pour un marché immédiat. Vous allez voir bientôt comment le reste du monde va s'amuser à fermer ses frontières, à mettre plein de conditions qui vont rendre très difficile pour nous de commercer avec eux.
Donc, pour nous, au niveau d'Afro-Champions, ce qu'on disait, c'est que la ZLECA est aussi un des outils de l'arsenal du stimulus dont nous avons besoin. Tout à l'heure, je parlais que la plupart des pays riches ont décidé de faire, en fait, de réagir avec leur banque centrale pour des stimulus de l'ordre de 10% de leur produit intérieur brut. Le Japon a même été jusqu'à 20% de son produit intérieur brut. Donc, comment allons-nous financer? Donc, ça vient aussi la question de comment allons-nous financer cette transition, la transition pour un marché plus local, plus africain, la transition écologique, puisque c'est un avantage comparatif pour nous. Allons-nous détruire notre environnement quand on sait qu'une grande partie de cette crise est due aussi à comment le monde a été, je crois, rongé par son industrialisation. Donc, nous ne devons pas faire un développement qui est le même que ceux qui ont fait en Europe ou en Amérique. Donc, il y a une transition qui devrait être faite de décarbonisation progressive de cette économie. Comment allons-nous financer ça? Donc, ça vient à la question de la dette aussi, que peut-être il faut souligner. Absolument. J'allais en parler et je voudrais, Paolo… Ça vient avec la question du commerce. Absolument. Pour le commerce, il nous faudra investir dans les infrastructures. Vous savez que nous aurons besoin d'investir à peu près dans les 10 ans à venir, quelque chose de l'ordre de 1000 milliards en dollars en termes d'infrastructures, c'est-à-dire les routes, les ponts, les systèmes de drainage au niveau urbain pour pouvoir permettre à ce commerce de pouvoir éclore. Comment allons-nous financer ça? Il n'y a que par la dette. Ce n'est pas avec des petits dons de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et autres que nous allons faire ça. Ce sera par la dette. Donc, il faut aussi démystifier ce débat de la dette. Nous aurons besoin de nous endetter plus, mais endetter pour quoi faire? Et c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Et c'est pour ça qu'on doit être présent dans ce débat, sans quoi ils vont nous mettre dans un coin et nous allons aussi tomber dans cette narrative de bataille entre les grandes puissances, de choisir entre qui des grandes puissances nous devons éviter à tout prix parce que nous avons besoin de ressources dans les 5 à 10 ans à venir pour changer ce paradigme qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui dans une crise qui va venir avec des cascades. Je crois qu'on voit que le début de cette crise. La cascade sociale et économique de la crise du corona sera très, très, très dure pour nous. Je rebondis en allant vers Abdou parce que quelque part, vous l'avez dit avec une tribune dans Jeune Afrique, vous avez tu as résisté au discours d'afro-pessimiste, pas en disant de manière naïve tout va bien, Madame la Marquise, mais en disant attention, l'Afrique des crises sanitaires énormes, elle a déjà fait, elle sait faire, elle y a déjà fait face. Mais par contre, il ne faut pas gâcher cette crise et éviter les questions qui fâchent. Abdou, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je pense que on l'a vu, tout le monde prédisait une catastrophe sanitaire à l'Afrique. Aujourd'hui, Dieu merci, on touche du bois. Cette catastrophe, pour suivre le terme qu'utilisent les experts qui président cette catastrophe, n'est pas encore arrivée, parce que tout le monde pense que ça va arriver. Mais bon, je suis convaincu que l'Afrique est bien plus résiliente, en tout cas sur ce point-là, et bien mieux préparée que l'Europe. Maintenant, il est clair que derrière, comme dit Paolo, il y a une crise économique qui est liée à la situation et à la dépendance et aux connexions avec l'Europe qui va continuer et qui va se renforcer. Et c'est à ce niveau-là que les pays africains doivent être très pragmatiques. C'est-à-dire, effectivement, la crise économique va venir, mais il faut l'anticiper, il faut voir comment tirer les avantages pour pouvoir faire face à cette crise. Et moi, je suis d'accord avec Paolo, le premier élément qui est extrêmement important, la dépense publique, le sujet de la dette. Je suis convaincu que si les États commencent à être frileux et prennent sur la dépense publique, on ne va pas s'en sortir. Il faut continuer tout le programme d'investissement que nous avions sur les infrastructures. Il faut effectivement démystifier le sujet de la dette et injecter effectivement de la dépense publique pour permettre justement la relance. Ça, c'est extrêmement important. Yacine, pardon, tu allais conclure, Abdou? Oui, non, je dis il faut aussi pouvoir très clairement se recentrer sur un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, on dit, les grands donneurs d'ordre vont chercher
des zones de repli. Donc, il faut que les pays qui sont déjà engagés dans des écosystèmes industriels, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Côte d'Ivoire, soient des locomotives pour renforcer la présence de l'Afrique sur les chaînes de valeur mondiale et avec ce renforcement, entraîner tous les pays alentours. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va entraîner les pays de la CEDEAO avec elle, l'Égypte, les pays de la COMESA, ainsi de suite. Il faut qu'on soit beaucoup plus proactif et qu'on se dise, oui, la crise économique va venir, mais si on veut s'en sortir, il faut réellement qu'on continue à injecter de la dépense publique, qu'on apporte des solutions propres à nous par rapport à cela, et que d'un autre côté, on puisse mettre en place des dispositifs en étant assez collectifs qui permettent de renforcer la présence de l'Afrique sur les chaînes de valeur mondiale pour justement profiter de cette psychose de la dépendance vis-à-vis de l'Asie. Yacine, je vous ai entendu opiner du chef pour la dette. Est-ce qu'il faut lever ce tabou-là, mais surtout, comme on l'a entendu, bien dépenser cet argent? L'idée, c'est pas de faire de la dette pour de la dette, c'est à quoi elle sert. Non, mais c'est clair que ce que nous considérons comme une dette qui commence à faire froncer des sourcils, ce sont des dettes de l'ordre de 60-70% du PIB, alors que nous avons dans les économies les plus avancées des niveaux de dette qui sont de 110% du PIB. Donc, c'est vrai que on lève toujours le drapeau de la dette en ce qui concerne les pays en développement et les pays africains en particulier, mais il faut se rappeler qu'on commence à s'inquiéter quand un pays africain a une dette de l'ordre de 70%. Par ailleurs, comme l'a dit, il a fait allusion à Abdou, l'important c'est on s'endette. Pourquoi? Si on s'endette pour mettre en place des infrastructures de base qui vont favoriser, qui sont indispensables à la croissance, si on s'endette par exemple pour avoir de l'énergie, on parlait d'industrialisation, vous ne pouvez pas avoir d'industrialisation sans énergie, sans eau et sans vous protéger l'agriculture des aléas climatiques. On ne peut pas aussi aujourd'hui, quels sont les facteurs de résilience qui sont offerts à nos pays pour faire face à cette crise? Nous avons besoin de préserver ou de retrouver un niveau de protection sociale nécessaire pour garder ces équilibres. Nous avons besoin, évidemment, on vient de le voir, de renforcer nos dispositifs de santé. Nous avons besoin aussi de renforcer l'éducation. Et donc ça, dans une période pareille, on a besoin de s'appuyer sur la dette. C'est ce que nous faisons, par exemple, avec les pays actuellement. Nous déployons des appuis budgétaires qui vont permettre au budget de ces États de faire face à cette crise sanitaire et sociale. Nous avons besoin d'investir très vite dans des moyens qui vont permettre d'accélérer la croissance. Le digital, on l'a vu, les pays auront besoin tout de suite, dans une certaine mesure, de renforcer leurs infrastructures pour développer le digital. Et évidemment, la structure économique avec les toutes petites entreprises, l'informel et même les plus grandes entreprises en Afrique vont avoir besoin d'avoir des mesures et des investissements que les budgets actuels ne permettent pas et pour lesquels il faut intervenir. Merci Yacine. Alors, c'est Gilles qui va avoir le mot de la fin parce qu'on touche à la fin de l'émission. Ce qu'on vient d'évoquer, on est parti de l'économie, mais finalement, on repart sur des questions profondément politiques, voire idéologiques. Est-ce qu'on accepte la dette? Quelle place est-ce qu'on donne à l'État dans l'effort qui doit être consenti pour sortir de l'ornière dans laquelle on va? Pour mémoire, on va quand même pour la première fois depuis 25 ans vers une récession sur le continent africain. Donc, on ne va pas dans une mini-crise, on va dans quelque chose de très profond. Est-ce que ce sera, comme le souhaite Paolo, un réveil africain? Et est-ce que le continent a conscience des changements qui sont en train de s'opérer sur la scène internationale? Parce qu'on voit que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, hein.
ça a fait sauter quand même beaucoup d'équilibres qui étaient déjà fragilisés avant. Il ne faut quand même pas tout imputer au corona. Mais les traces sur la scène internationale vont être très profondes. Gilles, sur ta boule de cristal, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Il n'y en a pas, mais je plaisante. Je vois rien dans la boule de cristal, mais par contre, non, je finirai par le rôle des États. Je crois que vous l'avez souligné, cela a été souligné à plusieurs reprises, les politiques publiques, et donc on revient au rôle des États. Et la crise, si elle a montré quelque chose partout dans le monde, c'est que les États sont indispensables et qu'ils sont incontournables. Alors ça, c'est un des messages que moi je n'arrête pas de répéter depuis des années, en particulier par rapport aux pays africains. Cette tendance à penser que on peut avoir des substituts au rôle fondamental des États, que le secteur privé peut être un substitut pour la santé et l'éducation, que les ONG et la société civile peuvent être un substitut. Non, il n'y a pas de substitut à des politiques publiques de qualité qui soient elles-mêmes nourries par la volonté de créer un autre rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Et je crois que par rapport à ce qui a été dit par rapport à la dette, moi je suis d'accord sur les comparaisons qu'on peut faire avec les autres régions du monde, c'est très clair. Mais par contre, je crois qu'on ne peut pas aussi ne pas dire qu'on a beaucoup d'États qui n'ont pas montré à leur population une gouvernance qui soit exemplaire. On a beaucoup d'États encore aujourd'hui, lorsqu'elles font des annonces, il y a beaucoup de suspicions parce que les citoyens n'y croient pas et pensent que ça va être aussi une opportunité nouvelle de corruption et d'enrichissement et que l'argent, au lieu d'atteindre ceux qui sont les plus affectés par la crise, va plutôt irriguer à nouveau les mêmes cercles politiques et des élites économiques. Donc, je crois que l'une des leçons aussi à tirer de la crise, si on veut créer cette Afrique d'après, ce serait aussi d'être totalement honnête et lucide par rapport au déficit que nous avons encore en termes de gouvernance qui soit réellement respectueuse des populations et des populations les plus démunies. Je crois qu'on ne peut pas délier la question économique des questions sociales et des questions profondément politiques. Et je finirai peut-être aussi par à nouveau un appel à la lucidité. Moi, je veux bien, il y a beaucoup de commentaires sur les systèmes de santé européens qui ont été dépassés par la crise, c'est une réalité, mais je dis beaucoup aussi qu'il ne faut pas oublier que dans beaucoup de ces pays, en 20, en 30 ans, ils ont allongé l'espérance de vie en bonne santé de leur population par des progrès importants dans le domaine médical. Et je crois que nous avons encore énormément de choses à faire sur ce volet-là et que nous pouvons faire beaucoup de choses sans améliorer, sans augmenter significativement les ressources, par exemple, dans la santé. On peut déjà faire beaucoup mieux avec ce que nous avons et nous devons aussi être lucides par rapport à ces besoins-là. Gilles, je pense que c'est un message extrêmement important et finalement, ça résume bien l'esprit des Africa Talks de Mazars. C'est une fois en la capacité à l'Afrique à s'inventer, à résister et à avoir ses propres solutions. On se donne tous rendez-vous avec les commentaires qu'il y aura sur les pages Facebook. Je pense que ça va démarrer de très belles discussions qu'on reprendra évidemment. Il y aura aussi les liens avec le travail de Wati, qui est un think tank qui produit énormément. Je vous invite à aller voir leur travail parce que Gilles et son équipe bossent fort et dur. Il y aura aussi les liens avec Afro Champions, qui est un gros moteur d'influence pour les entreprises africaines pour avoir des solutions économiques. Et puis, évidemment, toute l'équipe de Mazars qui est à disposition. Je n'oublie pas la Banque africaine de développement, évidemment, Yacine. Vous avez plein de solutions et de réponses à la crise du coronavirus avec de l'expertise et des solutions économiques qui sont celles du continent. Je vous remercie tous infiniment pour votre temps, votre générosité avec vos analyses. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, c'est un